Bonjour à tous les courageux, en ce vendredi 27 octobre, Sainte-Emmeline. Alors, donc on a une première partie de matinée consacrée à la prescription d'activité physique. Nous allons commencer avec le docteur Jean-Marie Coudreuse, qui est donc médecin du sport au CHU à Marseille. Ami, volleyeur, rocker. Jean-Marie, à toi la parole. Monsieur le Président, tous mes respects. Donc, on m'a demandé de vous parler de la prescription d'activité physique dans les pathologies de l'appareil locomoteur, ce qui était quand même un sujet très très vaste. Alors Thierry m'a dit que j'avais... C'est bon, vous m'entendez ? Ouais. Alors, Thierry m'a dit que j'avais 4 heures de temps de parole, donc je pense que je vais y arriver. Mais bon, pour que ce soit un petit peu plus pratique, didactique, on va surtout parler d'arthrose et sport, parce que c'est essentiellement dans ce domaine où vous allez voir que l'activité physique est une chose importante. Alors si on parle d'arthrose et sport, et ça concerne quand même énormément de patients, les patients, ils ont des questions qui sont assez précises, que vous avez sous les yeux, auxquelles on va essayer de répondre, mais les médecins aussi ont des questions au sujet de l'arthrose et du sport, et on va décliner pendant une demi-heure un petit peu toutes ces questions, essayer d'y répondre, essayer au moins de donner des éléments de réponse. Alors, le premier élément, c'est l'épidémiologie, parce que quand même, il faut savoir un petit peu où on est. Alors, les éléments de réflexion, c'est quelle est la nature du sport, quel est le niveau et l'intensité de pratique de votre patient, et surtout, une question qui est très importante, est-ce qu'il y a eu un événement traumatique important, parce que c'est plus du tout la même histoire. Le sport, il peut être arthrogène pour 2 raisons. Soit par microtraumatisme répété, c'est la répétition des impacts qui va entraîner les lésions du cartilage, et là, vous avez le trail, le rugby, le football, etc. Soit c'est une histoire, et dans ces cas-là, l'histoire, c'est le traumatisme qui crée la lésion. Souvent, c'est une lésion méniscale. La lésion méniscale va être traitée par ménisectomie à plus ou moins longue échéance, et cette ménisectomie va faire le lit de l'arthrose. Il y a des arthroses qui n'existeraient quasiment pas s'il n'y avait pas de traumatisme. L'arthrose de cheville, c'est une arthrose qui est quasiment toujours post-traumatique, qui n'est jamais micro-traumatique. Donc vous voyez l'importance du traumatisme dans la genèse des lésions du cartilage. Alors quels sont les sports arthrogènes ? Parce qu'on entend de tout, etc. Regardez, chez footballeurs professionnels, c'est 15%, chez footballeurs, c'est 4%. Mais si on enlève les traumatismes, on descend à 11%. Pour les professionnels, et on descend à 3% chez les amateurs. Donc vous voyez l'importance de la rupture du croisé ou de la lésion méniscale dans la genèse de cette arthrose. Les sports arthrogènes, le football c'est connu depuis longtemps, il y a des études qui l'ont montré, vous voyez quand même que les chiffres sont très élevés, et on est 1 sur 2 de gonarthrose radiologique chez des gens qui ont pratiqué au moins 15 ans, vous voyez que c'est des pathologies qui sont quand même très très fréquentes, on n'est pas sur une anecdote qui va survenir une fois dans le mois. Et puis on a des idées reçues sur certains sports, comme la course à pied, etc., où finalement on s'est aperçu que c'était pas si mauvais que ça. Et quand on fait des revues, versus témoins, finalement, c'est des gens qui n'ont pas plus d'arthrose. Alors c'est vrai, il y a le morphotype qui joue, et puis les gens qui courent, ils sont plus légers, donc s'ils sont plus légers, il y a moins de contraintes sur les articulations, etc. Donc c'est parfois un petit peu difficile de restreindre une cause, un sport, à une arthrose. Il y a quand même beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Les lésions chondrales, elles sont extrêmement fréquentes. Alors moi, je dis toujours à mes patients qui viennent avec une IRM, vous savez, je ne vois jamais une IRM normale. C'est très rare qu'on ait un compte-rendu d'IRM qui nous dise IRM du genou normal, surtout chez un sportif qui a plus de 40 ans, il y a toujours quelque chose. Et vous voyez l'incidence des lésions du cartilage, elles sont extrêmement élevées quand on fait des arthroscopies du genou. Donc, quand on a une IRM, entre guillemets, anormale chez des patients, il faut souvent les rassurer, et souvent, il faut rechercher cette cohérence en fait, entre la clinique et l'imagerie, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment la lésion qu'on voit à l'IRM qui fait mal, et très souvent, la réponse est non. Alors, il y a des thèses que je qualifierais un petit peu de simplistes pour être provocants,
sur les bons sports et les mauvais sports. Alors, vous voyez, on dit toujours allez faire du golf, allez faire de la natation, du tai chi, c'est très bien, mais surtout ne faites pas un sport collectif de balle, n'allez pas skier parce que tout ça c'est arthrogène, etc. C'est un petit peu facile. Pourquoi c'est facile ? Parce que au-delà de la nature du sport, il y a d'autres facteurs qui vont entrer en ligne de compte. Il y a les antécédents traumatiques, le niveau de pratique. Et le niveau de pratique est extrêmement important. C'est-à-dire que quand vous avez un patient qui a un genou qui lui fait un petit peu mal et qui veut aller skier, c'est pas du tout la même chose chez la ménagère de moins de 50 ans qui n'a jamais chaussé ses skis, parce qu'elle, ça va mal se passer, que du skieur entraîné qui va tous les week-ends, qui a une très bonne technique et qui peut skier un petit peu en deçà de son niveau. Lui, il se fera pas mal, à la limite, il va se rééduquer son genou. Donc le niveau de la pratique du sport, dans le conseil de la pratique du sport, est extrêmement important à prendre en compte. Et très souvent, on peut conseiller aux gens de poursuivre leur sport, mais simplement en diminuant un petit peu l'intensité pour qu'il y ait moins de contraintes. Et puis, il y a plein de choses qu'on peut utiliser. Il y a les bâtons de marche, il y a les orthèses plantaires, il y a l'analyse du geste sportif, aussi qui peut générer des pathologies. Et puis, toujours s'interroger sur la présence ou non d'un traumatisme. Donc vous voyez, les sports non arthrogènes et les sports arthrogènes, c'est vrai, mais c'est parfois un petit peu simpliste comme raisonnement. L'importance du traumatisme, je vous en ai parlé, est extrêmement élevée. Vous voyez que chez les patients qui ont eu un traumatisme du genou, quasiment tous, quand il y a eu une rupture du ligament croisé antérieur ou il y a eu un traumatisme important, tous ils ont des images IRM qui sont anormales. Et c'est vrai qu'en médecine du sport, on est souvent très surpris de la bonne tolérance fonctionnelle de certaines images à l'IRM. Donc vraiment, il y a un message, c'est ne nous jetons pas sur l'IRM tout de suite, attendons un petit peu. Très souvent, les choses vont s'améliorer avec un peu de rééducation. Alors ce patient arthrosique, mais on pourrait dire chondropathique, ce patient qui a cette lésion du cartilage, il va falloir évaluer avant de lui prescrire cette activité physique, avant de le conseiller dans son activité physique. Donc on va l'interroger déjà. Et le premier élément de l'interrogatoire qui est très important, c'est la douleur. Et là, il ne faut pas se tromper de combat. C'est-à-dire que si on est dans un contexte très inflammatoire, très douloureux, avec des douleurs nocturnes, avec finalement une douleur qui n'est pas vraiment liée à l'activité, qui est présente même si votre patient il fait pas grand-chose, la présence d'un épanchement articulaire, etc., là, il y a souvent une vraie sensibilité aux anti-inflammatoires et il faut traiter la douleur. Cette douleur, elle est très, très différente d'une douleur mécanique où là, vous n'avez pas le patient qui vient vous voir en vous disant qu'il ne dort pas la nuit, c'est le patient qui vient vous voir parce qu'il vous dit qu'au bout de 20 km, il a mal au genou. Donc là, c'est différent. On est sur une douleur mécanique liée à un type d'activité et souvent un geste particulier. Ces gens qui vont dire quand je descends accroupi, j'ai mal, quand je cours en descente, j'ai mal, mais sur le plat, j'ai pas mal, en montée, j'ai pas mal, etc. Et donc, on va pouvoir s'orienter sur le diagnostic à partir de l'interrogatoire de ce patient. Et puis, cette douleur qui gêne pour les activités physiques, on va pouvoir adapter les activités physiques, finalement, pour pas qu'il y ait de survenue de phénomènes douloureux. Alors, ce qui est important aussi, quand on les interroge sur la présence d'une douleur, c'est de savoir s'il a arrêté le sport. Et surtout, s'il a arrêté le sport, pourquoi il a arrêté le sport. Et là, il y a deux significations qui sont vraiment différentes et qui n'ont absolument rien à voir. Soit il a arrêté votre patient parce qu'il a peur, ou alors on lui a dit d'arrêter, ou alors son entraîneur lui a dit d'arrêter, ou ses parents, ses enfants, son médecin, son kiné, etc. Ou alors il arrête parce qu'il ne peut pas pratiquer en raison de la douleur. Et ça, c'est deux situations différentes, parce que s'il arrête en raison vraiment de la douleur, c'est qu'il y a une impotence fonctionnelle liée au sport qui est réelle. Sinon, on a parfois des gens qui arrêtent pendant 3 mois parce qu'ils ont pensé que 3 mois d'arrêt de sport, ce serait bien, alors que parfois, il n'y a aucune raison. Ensuite, et là, on va rentrer un petit peu dans les détails, quel type de geste déclenche la douleur? Est-ce que c'est un travail en chaîne ouverte? Et à ce moment-là, on va s'orienter sur des pathologies fémoro-patellaires le plus souvent. Est-ce que c'est un exercice excentrique, la descente de montagne par exemple, ou la réception de saut? Là, on va s'orienter vers une douleur tendineuse. À quel angle survient la douleur? Pour un tendon patellaire, la douleur elle va survenir proche de l'extension. Pour un tendon quadricipital, elle va survenir à un angle de flexion beaucoup plus important. Est-ce que c'est une douleur qui est en charge? Ça va plutôt vous orienter sur de la fémoro-tibiale.
Est-ce qu'il a mal parce qu'il assiste au congrès, il n'ose pas se lever parce que sinon le docteur Thierry Drevon va le gronder, il est obligé de garder les genoux fléchis, et à ce moment-là, il y a une ankylose des genoux qui est provoquée, et là, on est dans une pathologie rotulière à notre syndrome fémoro-patellaire. On va l'inspecter, on va regarder les axes des membres inférieurs, on va regarder s'il n'y a pas une présence d'une cicatrice, on va se méfier d'un antécédent de rupture du ligament croisé postérieur qui donne les plus belles arthroses fémoro-patellaires. Donc tout ça, on le voit très bien à l'inspection. On regardera également la présence d'une amyotrophie, voire d'un dépenchement articulaire. Et puis, ce qui est très très important, c'est l'étude des amplitudes articulaires. Alors, au niveau du genou, eh bien, il faudra faire la différence, comme vous le voyez sur la photo, entre la limitation en décubitus dorsal à gauche et la limitation en décubitus ventral à droite. La limitation en décubitus ventral à gauche, elle n'a aucun intérêt étiologique. Tout peut faire mal. Tout ce qui est articulaire peut faire mal. Un épanchement articulaire peut faire mal, une rotule peut faire mal, un ménisque peut faire mal. Voilà, tout peut faire mal à gauche. À droite, ce qui va restreindre la mobilité, c'est essentiellement les éléments périarticulaires. Donc si on a une différence de flexion entre le décubitus dorsal et le décubitus ventral, en décubitus dorsal, il fléchit bien, et puis en décubitus ventral, il fléchit mal, mais ça y est, vous savez qu'il faut lui faire des étirements des chaînes antérieures, et que déjà, ça va considérablement l'améliorer, quelle que soit la pathologie sous-jacente. Au niveau de la hanche, c'est un piège, il faut toujours très bien l'examiner. On regardera les amplitudes en flexion, en rotation, et voir si ces amplitudes sont limitées, et si elles sont limitées, si en plus c'est une limitation douloureuse ou pas. On les a regardées, on a étudié les amplitudes articulaires, maintenant on va apprécier la force musculaire. Celle-ci peut s'effectuer par les tests isométriques dans les différentes courses, en course interne, moyenne et externe. En gros, on les évalue à différents degrés de contrainte. Ça a un intérêt diagnostique, ça a un intérêt pour orienter la rééducation. On peut faire en plus, et c'est recommandé, surtout quand les tests isométriques sont normaux, des tests dynamiques en concentrique et en excentrique, parce que là on est plus dans les capacités de se lever d'une chaise, capacité de descente unipodale, etc. Il y a plein de petits tests qu'on peut faire et qui vont beaucoup nous aider. Là, vous avez les tests isométriques en course interne, moyenne et externe. Avec ça, vous faites un diagnostic de fémoro-patellaire. C'est-à-dire que si votre patient il est douloureux en course interne et que dès que vous le mettez en course moyenne et externe, la douleur disparaît, c'est une rotule. Au contraire, si la douleur va augmenter de la course interne à la course externe, vous êtes dans un schéma tendineux. Donc là, ça va plus être une pathologie tendineuse rotulienne ou une pathologie du tendon quadricipital. Et puis ça peut même être une maladie de croissance, un osgood chez un enfant ou une lésion du droit fémoral si la douleur est plus haut située. Le travail concentrique et excentrique à l'interrogatoire et à l'examen clinique est très important. Le concentrique, c'est quand le muscle se raccourcit, quand on monte les collines. Donc ça fait pas mal aux genoux, ça fait pas mal aux cuisses parce que le muscle est en propulsion, en raccourcissement. En revanche, il y a un coût énergétique important, c'est la raison pour laquelle les gens sont essoufflés. En revanche, à la descente, là, c'est une sollicitation excentrique de toute la chaîne antérieure. Et là, il y a une sollicitation qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus contraignante. Le coût métabolique est faible, donc les gens ne sont pas essoufflés, mais ils ont mal au genou. C'est la raison pour laquelle, très souvent, dans les pathologies du genou, dans les pathologies tendineuses, les gens vont vous dire « j'ai pas mal en montant, j'ai mal en descendant », tout simplement parce qu'ils font un travail excentrique et non pas un travail concentrique. Donc ça, c'est des éléments d'orientation très importants pour la rééducation ensuite. Un petit mot sur la hanche, pour vous dire que vraiment, c'est un piège, la hanche. Donc, il faudra toujours rechercher des pathologies tendineuses associées, pas trop vite dire que c'est la hanche qui fait mal, mais parfois c'est un moyen fessier, etc. Il faut se méfier, ce n'est pas les mêmes examens complémentaires, donc il faut bien examiner son patient. En gros, soit c'est les tests isométriques qui font mal et les étirements, et on est dans une ambiance tendon-muscle, soit c'est les mouvements passifs de la hanche qui font mal, en particulier en rotation médiale, et en flexion, et là c'est l'articulation qui fait mal et on ne s'oriente pas bien sûr vers les mêmes examens. Et puis il faudra examiner le rachis parce qu'il y a beaucoup de douleurs qui sont projetées et des gens qui se présentent avec des douleurs inguinales qui en fait sont des douleurs projetées plus hautes situées. Alors on peut utiliser l'isocinétisme pour ceux qui en sont équipés. Vous savez qu'on travaille à vitesse constante avec une résistance auto-adaptée.
C'est un très bel outil, mais ça a des limites. On est très éloigné du geste sportif. En isocinétisme, on n'évalue pas un geste sportif, on détecte un déficit de force musculaire qu'on ne pourrait pas détecter forcément de façon manuelle. Mais très sincèrement, ce qui est le plus important dans le bilan isocinétique, moi je trouve que c'est la motivation pour le patient. C'est-à-dire c'est d'avoir un test qui permette de lui dire « Regardez ces courbes, vous n'avez rien dans... votre force musculaire elle est dans les chaussettes, donc déjà on va vous faire du renforcement musculaire et ensuite on va réfléchir, parce que sinon ça ne sert à rien de commencer à faire plein d'examens, etc. Le problème c'est d'abord un problème de force musculaire et l'isocinétisme permet pour le patient d'en prendre conscience. Alors ensuite, dans ces genoux douloureux, la palpation elle est fondamentale. Si on faisait qu'une seule chose sur ce genou, ce serait de mettre un doigt pour voir ce qui fait mal, parce que là, c'est tous les pièges de l'IRM. C'est-à-dire que maintenant, les patients, ils ne rentrent pas en vous disant bonjour, ils rentrent en vous posant l'IRM sur le genou. Qu'est-ce que vous avez? J'ai ça. Alors c'est très étonnant, parce que moi, je ne savais pas que l'IRM pouvait parler, et donc on a l'impression qu'on peut soigner une IRM. Et très très souvent, qu'est-ce qui se passe? L'IRM, à partir de 40-50 ans, elle montre une belle petite lésion méniscale. En plus, les radiologues utilisent le terme de dégénératif. Alors ça, c'est catastrophique parce que les gens pensent qu'ils sont dégénérés parce qu'ils ont un ménisque dégénératif. Donc il faudrait expliquer que simplement, c'est des signaux IRM qui sont normaux avec l'âge. Et quand vous mettez un doigt, si je puis dire, sur le genou, vous apercevez que très souvent, ce n'est pas l'interligne fémorotibiale qui fait mal, ce n'est pas le ménisque qui fait mal, c'est la structure ostéochondrale et que la douleur, elle est située 3 ou 4 cm en dessous de l'interligne, et c'est une douleur ostéochondrale. Et celle-ci ne se voit pas forcément à l'IRM, parce que l'IRM est un très bon examen pour le ménisque, mais un mauvais examen pour le cartilage. Alors, on fera enfin un examen clinique programmé, avec la recherche des signes méniscaux, des signes ligamentaires, des structures ostéochondrales et puis des tests isométriques. La palpation est très importante pour la hanche aussi, en particulier sur les douleurs périarticulaires au niveau du trochanter. C'est là que se situent les douleurs d'insertion du moyen fessier qui sont extrêmement fréquentes. Et souvent, on a des patients qui viennent en disant « j'ai de l'arthrose de hanche » et en fait, quand vous palpez, ils ont mal essentiellement à l'insertion du moyen fessier au-dessus du trochanter. Et donc, c'est un traitement par kinésithérapie. C'est une tendinopathie, mais qui peut être très douloureuse parce que souvent, c'est une tendinobursite. C'est-à-dire qu'il y a une inflammation très importante de l'insertion de ce moyen fessier. Alors, quelle est la prise en charge de ces patients qui viennent pour des douleurs, en particulier du genou, qui sont un petit peu arthrosiques, qui ont eu plein de traitements, qui voudraient faire du sport ou qui ne voudraient pas en faire? On a plein de choses qu'on peut leur proposer. La logique, elle est très simple, en fait. C'est toujours, il y a une période, on est gentil, et puis il y a une période, on est méchant. Donc la période où on est gentil, c'est la lutte contre la douleur. Et ça, souvent, c'est une période très brève. C'est une période qui va durer quelques jours, une semaine, 15 jours. On va vraiment avoir comme objectif de lutter contre la douleur. Mais ça ne soigne pas. Ce qu'il va falloir faire, c'est consacrer beaucoup d'énergie à l'amélioration des capacités fonctionnelles une fois que cette phase douloureuse a diminué et qu'on peut vraiment faire travailler le patient. La lutte contre la douleur, on n'a rien inventé, c'est les antalgiques, c'est éventuellement les anti-inflammatoires, surtout si on a ce contexte inflammatoire avec un dépenchement articulaire. Mais il ne faut pas oublier quand même que l'inflammation, c'est une cicatrisation. Donc, dans tous les traumatismes du sport, aller donner tout le temps des anti-inflammatoires, en fait, on empêche cette réaction inflammatoire qui est une réaction saine. Alors, des fois, on le fait parce que c'est très douloureux, donc on va lutter contre l'inflammation, mais ce n'est pas très logique, finalement, dans la prise en charge. Et ce n'est surtout pas pour aller faire du sport. On ne prend pas 2 comprimés d'anti-inflammatoires pour aller faire du sport. Et puis, il y a les anti-arthrosiques d'action lente, où il y a vraisemblablement une sensibilité individuelle. L'infiltration, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'on infiltre? Soit on va utiliser les visco-inductions parce que la douleur est plutôt mécanique, il n'y a pas d'épanchement. Et là, il y a un certain nombre de patients qui sont très soulagés, même si les tutelles vous disent que ça ne sert à rien, mais ça, on pourra en discuter très longuement. Et puis, l'infiltration de cortisone, elle est beaucoup plus rarement utilisée. Là, c'est dans un contexte anti-inflammatoire. Ça ne soigne pas. Ça sert à passer un cap douloureux. Donc il faut bien se dire que si on peut éviter l'infiltration pour passer le cap douloureux, c'est mieux. Dans certains cas, ce n'est pas possible parce que les gens sont vraiment très douloureux, mais c'est quelque chose à utiliser avec parcimonie. Et puis ensuite, il y a la phase où on est, entre guillemets, méchant. Donc on va faire de la rééducation. Alors, la rééducation, c'est quoi? C'est très simple. C'est pour ça que j'ai fait cette spécialité. C'est une spécialité de feignant en fait. On fait toujours la même chose. On lutte contre la douleur. On améliore les qualités proprioceptives, les qualités d'équilibre.
on fait du renforcement musculaire et on fait du gain d'amplitude articulaire. Et ça, c'est efficace dans la gonarthrose. Donc le grand ami de la gonarthrose, c'est le mouvement. C'est surtout pas de se mettre au lit. Ça, on sait. Alors comment on fait? Parce que parfois c'est douloureux, on va tricher un petit peu, on va trouver des moyens pour contourner cette douleur. Et finalement, les 3 questions, comment je dois rééduquer, comment je dois réathlétiser, comment je dois faire du sport, c'est une seule question. C'est comment je dois bouger, qu'est-ce que je peux faire, que ce soit avec le kinésithérapeute dans un premier temps, puis avec le préparateur physique, puis ensuite quand je fais du sport. Vous allez voir, c'est toujours exactement la même logique, simplement c'est l'intensité qui va changer. La lutte contre la douleur, on passe très vite, c'est la physiothérapie, les massages décontracturants. La cure thermale, ce n'est pas à la mode en France. C'est dommage parce qu'il y a des études qui montrent que c'est assez intéressant. Donc il y a des études qui ont montré l'efficacité des cures thermales. Maintenant, dans les congrès européens de rééducation, il y a des sessions qui sont consacrées, entre guillemets, à la spa-thérapie. Donc c'est quelque chose qui peut être utilisé. Et puis le renforcement musculaire, c'est l'ami numéro 1 du genou. C'est-à-dire qu'il faut imaginer un bateau, les beaux bateaux qu'on voit, les voiliers. Le genou, c'est le mât qui est un peu fissuré parce qu'il a de l'arthrose. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas réparer le mât aujourd'hui. Par contre, on sait faire des haubans pour tenir le mât. Et à l'évidence, si on a les beaux haubans pour tenir le mât, ça se passera beaucoup mieux. Donc, il faut renforcer. Mais comment doit-on renforcer? Alors, il y a des éléments qui vont nous orienter pour ça. D'abord, quelles sont les activités qui sont douloureuses? Est-ce que c'est la montée, la descente des escaliers, la position assise prolongée dans le fémoro-patellaire, les squats, etc. Vous voyez plein d'éléments qui vont vous dire tel type de geste va être douloureux, tel type de geste m'oriente vers tel type de lésion. On va confirmer ces impressions d'interrogatoire à l'examen clinique. Éventuellement, on fera une imagerie, mais il faudra toujours que cette imagerie soit en cohérence avec notre examen clinique. Ça, c'est un élément extrêmement important. Alors, par exemple, pour rentrer dans quelque chose de très concret, vous avez un patient, vous lui faites un test isométrique du quadriceps, il est douloureux, mais là, il est en recul tibial parce qu'il n'a pas son triceps pour l'aider. Il fait de l'analytique sur son quadriceps. Et pourtant, vous voulez renforcer le quadriceps. Et vous dites, ça y est, je suis mort, je ne peux pas faire du quadriceps, puisque quand je lui mets la main sur la cheville pour faire travailler, il a mal. Mais non, vous le faites travailler en chaîne fermée. Et là, en plus de votre contraction du quadriceps, vous aurez une concontraction du triceps et des ischio-jambiers, et vous allez protéger votre genou, et vous allez faire du renforcement musculaire. Et curieusement, à gauche, il avait mal, et à droite, il a plus mal. Donc vous l'avez eu, votre patient, vous lui faites faire du renforcement musculaire pour sa gonarthrose, et il n'est pas douloureux. À l'inverse, vous pouvez avoir des patients où la chaîne fermée, c'est-à-dire pied au sol, va être douloureuse. Alors, ce n'est pas forcément quelqu'un qui fait de l'haltérophilie, mais je trouve que cette image est très jolie pour montrer ce qu'est une chaîne fermée. Là, il est douloureux quand il s'accroupit, etc. Hop, vous allez essayer de faire un test en chaîne ouverte, cette fois, à l'inverse. Vous allez faire une résistance sur la cheville, il n'a pas de douleur. Hop, je vais le faire travailler en chaîne ouverte, puisque la chaîne fermée est douloureuse. L'entretien des amplitudes, c'est très important. On l'a vu. Est-ce que c'est une origine articulaire ou périarticulaire? Le genou en décubitus ventral ou dorsal. Donc ça va nous orienter dans la prise en charge par les étirements, par les amplitudes articulaires. Si on a une cible articulaire, c'est-à-dire si c'est l'arthrose qui fait mal, parce qu'en gros, il y a des morceaux qui bloquent, à ce moment-là, on est dans de la mobilisation passive, mais très douce, en secteur indolore, on est dans l'entretien des amplitudes articulaires. Par contre, si la cible elle est périarticulaire, parce qu'à l'évidence, il y a une rétraction du quadriceps, là, il faut se lâcher. Là, il faut aller l'étirer, parce que là, vous ne faites pas mal au genou, là, vous faites mal aux muscles et vous augmentez les qualités de votre chaîne muscle-tendon. Et il y a des syndromes rotuliens qui vont être guéris uniquement par la pratique d'étirement, parce que la cause du syndrome rotulien, c'était qu'il était tout simplement trop raide. On va améliorer les capacités, se relever d'une position assise, descendre un escalier, etc. On va améliorer les qualités d'équilibre. C'est très important de se souvenir que les muscles et les tendons font partie des informateurs proprioceptifs. Et donc, quand on a des douleurs, etc., tous ces schémas sont perturbés. Et donc, ces schémas, il faut les retravailler. Après, on choisit son camp dans n'importe quel type d'exercice. On peut faire du tai chi, on peut se mettre sur une planche, on fait ce qu'on veut. Mais il faut avoir présent à l'esprit que la proprioception va être importante. Ensuite, on va faire de la réathlétisation. J'adore ce terme.
parce que ça permet de dire aux patients que non, vous n'allez pas faire de la rééducation, qui reste un terme quand même un petit peu médical, qui fait un petit peu peur. On fait de la réathlétisation. C'est une seule question, c'est la même chose. Quand on fait de la rééducation, on fait de la réathlétisation. On les renforce. Alors, ce n'est pas le même degré de contrainte, mais pour beaucoup de patients, de se dire qu'on va aller se réathlétiser avec un kinésithérapeute, c'est quand même plus valorisant. Et ça, c'est une étape qui est très, très importante. Alors, pour finir, voilà les questions qu'on va avoir. Qu'est-ce qu'on peut proposer, en fait, en fonction du niveau sportif, en fonction de l'âge, etc. Eh bien, au niveau sportif, déjà, est-ce que c'est un sportif de haut niveau, un ex-haut niveau, un loisir ou un non-sportif? Et là, il faut être malin, parce qu'ils ne sont pas faciles, nos sportifs. Le haut niveau, c'est difficile, c'est compliqué. La lésion du cartilage dans le haut niveau, c'est compliqué, c'est une médecine de calendrier. On va gérer des échéances, on va gérer la douleur, on va essayer d'avoir le temps de soigner. Et en fait, il faut un bon diagnostic et décider ensemble de la stratégie. C'est un choix entre le médecin et le sportif. Mais ça, c'est un cas particulier. Après, vous avez le plus pénible, c'est l'ex haut niveau. En général, il connaît bien les conséquences, mais lui, il est dans la performance. Alors, le problème, c'est que soit on adapte le sport, on diminue la contrainte, soit, et ça c'est quelque chose qui peut être très utile, on change de sport. C'est-à-dire qu'on lui propose de changer de sport parce que pour lui c'est un nouveau challenge et il va faire un nouveau sport dans lequel il va progresser. Il va faire le deuil du haut niveau, mais il va changer de sport et il va progresser. Encore une fois, c'est une discussion. Chez le sportif de loisir, on va tenir compte de l'âge, du contexte familial. On va quantifier en nombre d'heures de sport par semaine. Ça c'est très important, voir un petit peu où il en est. Et puis, chez le sédentaire, il faut lui expliquer qu'il faut qu'il aille acheter son pain à pied et pas en prenant sa voiture. Déjà, il faut qu'il arrête d'être sédentaire. Ça, c'est très important. C'est la prescription dont on a parlé. Est-ce que je peux dépasser de 2 minutes, Monsieur le Président ? L'âge, enfin, il n'y a pas d'âge pour arrêter le sport. C'est absurde de dire à quelqu'un, parce qu'il a 70, 75, 80, 85 ans, qu'il faut arrêter. Il ne faut pas non plus jouer aux jeunes, mais il faut une bonne visite de nos contre-indications. Il faut continuer l'activité physique toute la vie, ça c'est très important. Chez les seniors, ça prévient le déficit de force musculaire de façon considérable. C'est vraiment des statistiques qui sont extrêmement élevées. Parce qu'avec l'âge, naturellement, on a une perte musculaire, on la perd par décennie, on perd 2 kg de muscle à peu près. Mais si on s'entraîne, vous voyez sur cette diapo qu'on perd très très peu, on perd 5% au lieu de perdre 20%. Donc l'activité physique est très importante, je dirais, après 50 ans. Avant, c'est moins important à la limite. Mais après 50 ans, ça devient très important. Chez les seniors, les possibilités sont extrêmement importantes. Et donc, vraiment dites à vos patients, même s'ils sont vétérans, seniors, qu'ils ont passé l'âge, qu'ils continuent l'activité physique, ne serait-ce que pour les améliorations fonctionnelles, par exemple, pouvoir se relever d'une position assise. On peut faire du sport avec une prothèse, je ne vais pas m'étendre parce que j'ai dépassé mon temps de parole. Il y a des sports qui sont recommandés, des sports qui sont interdits, on passera très vite, je pourrais vous en reparler après. Simplement, l'expérience montre que les patients ne respectent pas ces beaux tableaux vert, jaune et rouge et que souvent on est extrêmement surpris par ce qu'ils peuvent faire avec une prothèse, même si ça fait très peur aux chirurgiens. Enfin, qu'est-ce qui limite l'activité physique ? Et je vais terminer là-dessus. Eh bien, c'est l'envie des patients de faire du sport, la disponibilité. Mais la dernière ligne est très importante, c'est aussi le médecin qui limite l'activité physique, parce que dans un certain nombre de cas, quand les gens ont mal parce qu'ils font du sport, leur médecin va leur dire « si vous avez mal quand vous faites du sport, arrêtez de faire du sport ». Non, il y a toujours des possibilités, en jouant sur la chaîne ouverte, la chaîne fermée, le type de sport, etc., de continuer une activité physique. Et ma conclusion sera cette phrase sur les rapports entre le sport et le cartilage, c'est un petit peu comme l'amour maternel. Si on en a trop, c'est pas bon, mais si on n'en a pas assez, c'est dramatique. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Marie, tu ne seras pas pendu haut et court. S'il y a quelques questions, et puis si on peut remettre peut-être le numéro de téléphone pour WhatsApp, qui bien sûr sera valable toute la journée. Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle ? Alors moi, je voulais poser une question. C'était, tu nous as dit, c'est un dilemme, que l'IRM n'était pas l'examen le plus valable pour les cartilages. C'est l'arthroscanner que tu conseilles ? Oui.
Alors après, en fait, faut toujours se poser la question de savoir pourquoi on fait l'examen. Et en général, si on fait un examen, c'est pour savoir ce qui fait mal. Mais ça, on n'a pas forcément besoin de l'IRM pour le savoir. Et c'est surtout parce qu'on a une arrière-pensée chirurgicale. Donc, moi, je dirais, on va à l'arthroscanner quand on est vraiment dans une impasse avec un patient, qu'on est certain que c'est une lésion ostéochondrale, et on se demande s'il n'y a pas une solution chirurgicale avec une image qu'on verra à l'arthroscanner, mais qui ne serait pas vue à l'IRM, par exemple un petit clapet cartilagineux ou une fissure du cartilage, mais qu'on ne voit pas à l'IRM. Une question technique pour compléter. Est-ce que dans l'arthroscanner, on injecte aussi des corticoïdes? Alors c'est horrible comme question, Jean-Pierre, parce que c'est une très très bonne question en fait. Parce que il y a une histoire qui est fabuleuse, c'est qu'il y a quelques années à la Maison de la Chimie, je prends une minute pour répondre, il y a le radiologue qui présente, un très très grand radiologue français, qui présente le topo et qui dit sur l'arthroscanner de cheville et qui conclut en disant « Et puis l'intérêt de l'arthroscanner, c'est que comme on met une aiguille, on peut en profiter pour mettre un peu de cortisone. » Et moi je me retourne vers mon ami qui était juste à côté et je lui dis « Mais toi tu fais une infiltration à chaque arthroscanner ?» Il me dit « Non. » Et puis il y a quelqu'un dans la salle, un grand nom de la traumato du sport en France, qui dit « Excusez-moi, mais moi je fais très rarement des infiltrations de cortisone après l'arthroscanner. » Puis il y en a un autre qui dit « Mais non, moi je fais toujours des infiltrations de cortisone après l'arthroscanner. » Et donc il y a eu un débat, mais vraiment très intéressant, où en fait les gens ont chacun donné leurs arguments. Finalement, c'était de dire si on n'est pas dans une phase très douloureuse, etc., il n'y a aucune raison de prendre le risque en plus d'aller mettre de la cortisone parce que c'est absolument pas anodin pour le cartilage, etc. Mais c'est chaque situation, parce que si par exemple il y a un sportif, tu sais qu'il a une échéance dans 2 mois, etc., tu as l'arthroscanner, tu vas te dire quand même si je peux résoudre le problème en infiltrant en plus, c'est pas mal. Donc je ne peux pas répondre à ta question en disant oui on fait l'infiltration, non on ne la fait pas. Je crois que les deux attitudes se défendent, c'est vraiment une affaire de cas individuel. On ne peut pas être doctrinaire en disant on va faire ça dans tous les cas. Une question, la dernière, sinon Ruben va me tirer dessus. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si le plasma riche en plaquettes a des indications ou a un intérêt dans le traitement de la gonarthrose. Alors, pour l'instant, non. Enfin, pour l'instant, on n'a pas de preuves scientifiques de l'intérêt du plasma riche en plaquettes. C'est une question qui est compliquée, en fait, parce que les PRP, il y a d'un côté très peu de preuves scientifiques, et de l'autre côté, il y a beaucoup d'empirisme avec des bons résultats. Donc la dernière fois que j'ai fait un topo là-dessus, j'ai fait une diapo en leur expliquant, en disant voilà pourquoi je suis pour les PRP, et la diapo suivante c'était voilà pourquoi je suis contre les PRP. Donc voilà, je ne veux pas avoir l'air d'un Normand, mais c'est un peu ça. Pour ce qui est de la gonarthrose, on est vraiment encore dans le domaine expérimental. La seule chose qui moi me gêne un petit peu dans la gonarthrose, c'est que les études qu'on lance, elles sont versus acide hyaluronique. Et qu'en ce moment, il y a un débat sur l'acide hyaluronique. Mais le débat sur l'acide hyaluronique, voilà, c'est un débat de tutelle. Si vous voulez, il y a 10 000 personnes, il y en a 5 000 chez qui ça ne marche pas, il y en a 3 000 qui sont améliorés, il y en a 2 000 qui sont guéris, donc la conclusion, c'est que ça ne marche pas. Ben si, ça marche chez 2 000. Et pour les PRP, il y a vraisemblablement aussi une sensibilité individuelle. Après, la deuxième chose, c'est que le gros problème des PRP, ça c'est le message qui est très important, c'est qu'on ne dose pas ce qu'on injecte. C'est la raison là pour laquelle nous, on va débuter un travail, mais là c'est les hématos qui nous aident, parce que moi j'y comprends rien dans ces trucs-là, où là on va faire des prises de sang et ils vont doser les différents facteurs de croissance et voir les résultats qu'on a dans les tendinopathies. Il y aura aussi un versus arthrose, mais au moins qu'on sache quel type de facteurs de croissance on a injecté. Est-ce que c'est lui qui multiplie les cellules, celui qui fait de la fibrose, etc. Parce que quand on fait des PRP aujourd'hui, c'est comme si on injectait du paracétamol, de l'aspirine et un anti-inflammatoire sans connaître la dose de chacun. Donc je ne réponds pas à votre question, je suis désolé. Mais voilà. Une dernière question par WhatsApp. Canal lombaire étroit, arthrosique et sport. Il n'y a pas de... Moi, je lui contre-indiquerais le parachutisme. Voilà. Après je crois que ce qui est vraiment très important,
je dis toujours aux patients, on est entre deux chaises. C'est-à-dire qu'il faut qu'il bouge, il faut qu'il fasse de l'activité avec une limite qui est celle de la douleur. Donc la question, qu'est-ce que je peux faire? Réponse, ce qui me fait pas mal. Donc un canal lombaire étroit, qu'est-ce que vous pouvez faire? Réponse, ce qui fait pas mal. J'éviterai quand même des sports très très traumatiques au niveau du rachis lombaire, mais en général, ce n'est pas le profil des gens qui ont un canal lombaire étroit. Oui, le vélo, mais après, il y en a qui vous disent, non, le vélo, je ne supporte pas, voilà. Mais, non, mais après, le meilleur sport, c'est ceux qu'ils ont envie de faire en l'adaptant. Mais si vous avez un canal lombaire étroit et qu'il veut aller faire de la randonnée et qu'il a pas mal en faisant de la randonnée, il va faire de la randonnée. Graziella, une dernière, courte alors. Oui, est-ce qu'il y a des pistes pour les cellules souches et la gonarthrose? Oui, voilà, mais là on est vraiment encore dans la recherche fondamentale, c'est-à-dire qu'on n'a pas de... On est vraiment dans la recherche, c'est comme les mosaïques plasties, tout ce qu'on fait depuis une dizaine d'années, et finalement, moi je dis toujours, moi j'ai pas encore vu de patient qui avait ces traitements-là, quoi. Donc on est vraiment au stade très expérimental. Je crois qu'il ne faut pas faire rêver les gens pour le moment avec ces traitements-là. Peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, mais là aujourd'hui, non. Merci Jean-Marie. Et donc, viens avec nous Jean-Marie.